Deuxième produit d'exportation après le coton, la mangue malienne joue un rôle vital dans l'économie rurale. Elle constitue une source de revenus pour des milliers de personnes à travers le pays. Malgré son immense potentiel estimé à près de 600 000 tonnes par an, la filière fait face à de nombreuses contraintes liées notamment à la structuration du secteur, au financement des acteurs et aux aléas climatiques. Comment faire face à ces défis? Quel est l'apport du secteur à l'économie? Que représente-t-elle réellement dans la stratégie de développement? Mangue malienne, une richesse sous-estimée, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Mangue malienne, une richesse sous-estimée, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'être accompagné de trois spécialistes que je m'en vais vous présenter. Abdoulaye Djiri, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le directeur général de Sémé Agroalimentaire, une structure qui fait dans la transformation de nos produits locaux. Oui, bonsoir. Merci pour cette invitation. Sémé Agroalimentaire est une jeune industrie implantée au Mali, précisément à Pagneda, sur la route de Sélou. Depuis 4 ans, nous essayons d'être actifs, très actifs sur le marché national et avec une prévision aussi pour le marché tout autour de nous. Donc, nous transformons tout aujourd'hui, les produits agricoles, à commencer par la mangue, l'orange, le citron, l'ananas, et nous avons aussi des expériences avérées sur le bissap, le tamarin et le baobab. Et aussi la mangue dont nous allons bien entendu parler aujourd'hui. On l'a reçue quelques fois sur ce plateau. Elle a même co-présenté une fois une émission sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Binta Diakité. Madame Diakité, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi, Monsieur Amar. Alors, vous êtes la directrice de Yiriwa Intercontinental. Vous êtes donc consultante en développement du secteur privé et donc fondatrice du cabinet Yiriwa. Vous avez également travaillé à l'agence pour la promotion des investissements à Mali où vous avez accompagné donc les entreprises. Vous êtes sur ce plateau aujourd'hui en tant que donc une actrice du secteur de la mangue puisque vous accompagnez les secteurs, vous accompagner les entreprises qui cherchent de nouveaux marchés, notamment hors du Mali? Oui, effectivement. Donc, le cabinet Yiriwa, comme vous l'avez dit, c'est un cabinet de développement d'affaires. Et avec les acteurs de la filière mangue, nous essayons d'ouvrir de nouveaux marchés européens pour eux, donc hors des pays qui sont traditionnellement des consommateurs de la mangue malienne, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, qui sont déjà conquis. Donc, notre cabinet représente par exemple le salon McFruit, qui est un des plus grand salon spécialisé dans les fruits et légumes en Europe qui se tient chaque année en Italie. Et depuis 5 années, nous représentons ce salon et nous amenons des acteurs de la mangue à cet événement en Italie. Pour que ça serve de plateforme pour rencontrer d'autres acteurs qui sont des potentiels importateurs et aussi pour qu'ils puissent s'inspirer des technologies pour améliorer toute la chaîne de valeur de la mangue au Mali. Que serait une émission sur le plateau d'Entreprendre sans un économiste, surtout un économiste comme Dr Walid Tekete? Bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes donc économiste, spécialiste des questions financières. Dans une autre vie, je dirais même que vous êtes inspecteur des finances. Merci donc d'avoir accepté également notre invitation. Madame, messieurs, pour commencer simplement, j'aimerais avoir votre regard sur ce secteur, celui de la mangue, la filière mangue. Je vais commencer par vous, monsieur Djiri. Je ne cesserai pas de vous remercier pour cette invitation et surtout l'opportunité que vous offrez par rapport à tout ce qui concerne la mangue. C'est un secteur
très important, et qui semble être délaissé, je ne dirais pas tout à fait délaissé, mais qui a besoin encore de beaucoup de coups de pouce pour que nous puissions atteindre toutes les attentes au niveau de ce secteur. Si vous regardez au Mali, très généralement, nos fruits sont saisonniers, donc la mangue ne fait pas exception. Et donc, vous avez la période de mangue. Et quand cette période commence, c'est la course contre la montre. Et tous les acteurs sont motivés parce que si vous ratez la campagne, vous avez... Elle est là, Binta, elle peut témoigner parce qu'elle est une actrice quand même de mise en relation, de mise en affaire par rapport à cette activité. Donc quand vous ratez cette période, c'est comme si vous avez raté votre business de l'année. Carrément. Donc l'agriculteur, le producteur, c'est un défi pour lui. L'acheteur, c'est un défi pour lui. Le producteur, c'est un défi pour eux. Et les exportateurs, les vendeurs, c'est également un défi. Donc un défi pour tout le monde sur toute la ligne. Je pense qu'aujourd'hui, la mangue est l'un des rares fruits qui puisse mobiliser autant d'acteurs. Autant d'acteurs, et on va voir tout à l'heure pourquoi vous le dites, parce que justement, voilà, il y a plein de profils d'acteurs qui sont autour de la mangue et qui travaillent pour que ce fruit continue d'être ce qu'il est, c'est-à-dire le deuxième produit le plus exporté au Mali après le coton. Binta Diakité, vous êtes dans un secteur un tout petit peu différent de celui de M. Diré, mais pour vous, le secteur, la filière mangue est aussi importante que cela a été dit? Oui, je confirme ce que M. Diré a dit. C'est que la filière mangue est importante et qu'elle a un grand potentiel. Mais ça reste comme beaucoup de choses au Mali. Le potentiel est là et le potentiel est sous-exploité. Donc la mangue malienne est une mangue de qualité reconnue à l'international. Donc le taux de sucre dans la mangue malienne fait que c'est une mangue qui a un goût qui est recherché. Mais sauf que pour l'exportation, qui est le secteur où je suis, ça ne suffit pas d'avoir de la bonne qualité. Il faut un bon produit, mais une bonne structure derrière. Et c'est ça qui manque pour qu'on puisse exploiter à 100% notre potentiel dans la filière. Pour que je comprenne bien, quand vous dites une bonne structure derrière, vous faites allusion à quoi exactement? Une bonne organisation de la filière, une maîtrise de tout ce qui est logistique, le packaging qui va avec, et surtout le service, tout ce qui est suivi phytosanitaire. Parce qu'à l'international, on cherche un bon produit, mais on cherche un produit traçable, fiable, régulier et qui répond aux normes du pays qui va le recevoir. Donc si on voit que votre mangue est de bonne qualité, mais que vous n'êtes pas régulier, donc on ne peut pas compter sur vous chaque moment de l'année à un moment fixe, mais en tout cas une situation régulière, on va se méfier de vous parce que tous les acheteurs qui sont là-bas, qui vont attendre la commande, ne vont pas pouvoir changer de plan à chaque dernière minute. Donc, on va regarder plus la fiabilité, la régularité. Ensuite, la traçabilité, parce que on est de plus en plus dans un monde où les gens se préoccupent de ce qu'ils mangent et il y a plus en plus d'exigences. Ce qu'on mange, ça qui est doux, qui travaille. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Par exemple, on parle beaucoup ici de produits bio. On essaie de mettre en avant la mangue du Mali comme étant une mangue bio parce que souvent, on se basait sur des produits qui sont des fruits de la nature. Et même là, parce qu'on ne peut pas dire que le deuxième produit d'exportation du pays, qu'on se base sur des produits donnés dans la nature. Donc, heureusement, il y a de plus en plus d'investissements, des gens qui investissent dans des vergers où la traçabilité est plus facile. Mais c'est difficile de certifier le bio de ces produits quand ils sont à côté de champs de coton, quand ils sont à côté de champs d'autres choses qui utilisent des produits chimiques. Donc, il y a la traçabilité, il y a la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement ou de la chaîne logistique. Le Mali est un pays enclavé. On a maintenant des concurrents qui ont des atouts que nous, on n'a pas. Par exemple, la Côte d'Ivoire. On a des acteurs qui vont dire la mangue malienne, elle est très bonne. Parfois, la qualité n'est pas très différente de la mangue de la Côte d'Ivoire. Et là, tout c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a un port. Et aussi, il y a la rigueur phytosanitaire derrière. Et on va en parler tout à l'heure. Mais docteur Diakité, cela a été dit tout à l'heure. Les deux premières personnes qui ont pris la parole avant vous ont souligné l'importance stratégique
de la filière mangue. Oui, effectivement, le deuxième producteur, disons, produit d'exportation après le coton, ça ne suffit pas parce que ça aurait dû même occuper une place centrale dans les exportations aujourd'hui au Mali. Comme ça a été dit, la filière souffre de beaucoup d'ambiguïtés, d'ordre géographique, d'ordre économique et d'ordre social. Par exemple, la filière souffre de la saison des pluies parce que parfois les pluies ne sont pas abondantes pour que nous puissions produire suffisamment et de pouvoir exporter. Donc les récoltes ne sont pas bonnes. En même temps, il n'y a pas de complémentarité entre les mangues qui sont produites et les unités de fabrication parce que on trouve qu'on a peu d'unités de transformation de ces mangues-là qui peuvent être transformées en jus de confiture, qui peuvent être transformées en d'autres produits de type manufacturier pour permettre de mieux valoriser ce secteur-là. Parce que l'exportation à l'état brut, en réalité, ne permet pas à notre pays de gagner pleinement sa part dans... Ça joue sur la chaîne de valeur. Il faut plutôt mettre l'accent sur la transformation de cette mangue à l'échelle internationale. Donc, certaines conditions doivent être définies au cours de cette transformation. On va beaucoup en parler, notamment ce qu'on appelle les produits bio, mais ce qu'on appelle aussi les normes ISO, qualité, qui doivent être définies avec des critères bien précis pour pouvoir permettre d'exporter en quantité et en qualité. Merci. Justement, je vous invite à suivre ce premier reportage qui donne la parole aux différents acteurs de la filière mangue. Le Mali produit chaque année 60 à 80 000 tonnes de mangue, mais son potentiel réel est estimé à plus de 575 000 tonnes. La région de Sikasso est la principale zone de production avec plus de 60% de production nationale et regroupe 90% des producteurs. Ce fruit constitue une source de revenus pour des milliers de personnes, dont les pisteurs. Tu peux avoir 1000 cartons, des fois 4000, des fois 6000. Ça dépend quoi. Les pisteurs sont des acteurs clés de la filière. Ils collectent, trient et transportent les mangues depuis les vergers jusqu'au centre de conditionnement. Ils alimentent aussi une chaîne de valeur qui va de la production à l'exportation, en passant par la transformation. Le mangue du Mali est le meilleur en termes de goût. En termes de goût, la qualité c'est le meilleur. Parce qu'au Mali, on a plus de 100 variétés qui existent au Mali. Mais seulement 5 variétés sont exportées vers l'Union européenne ou bien dans les pays extérieurs, en Afrique de l'Ouest et tout ce qui va avec. Donc c'est que le Kent, Valencia, Amélie, Irwin. Donc c'est quelques variétés qui sont exportées vers le marché international. Les mouches des fruits représentent un défi sanitaire majeur. L'Union européenne a suspendu temporairement certaines exportations en raison de l'augmentation des interceptions de cargaisons contaminées depuis 2022. La conséquence directe est la perte de confiance sur le principal marché d'exportation. Avant, on exportait plus de 80% vers l'Union européenne, mais ces 3 dernières années-là, on importe plus de 60% vers le Maroc. Surtout cette année que le Mali a été suspendu pour l'exportation de la mangue vers l'Union européenne. En réalité, le problème même de la filière mangue, c'est presque toutes les filières, c'est la transformation. Parce que si la transformation te manque, ça veut dire que tu perds une grande partie énorme de ta production. C'est ça, c'est vraiment une économie qui nous échappe. Pour ce jeune entrepreneur, la transformation locale est la meilleure alternative pour faire face aux difficultés d'exportation tout en valorisant la chaîne de valeur. Depuis quelques années, il fait de la transformation des jus de mangue. Par saison, nous, on peut aller jusqu'à 10 tonnes de mangue. Ça, c'est les périodes dans lesquelles nous avons fréquemment les mangues, notamment de mars jusqu'à juillet, un peu jusqu'en septembre. Donc 5 mois par saison. Les jus, les purées et les mangues séchées sont autant de produits transformés localement. Mais de nombreuses contraintes, notamment logistiques et financières, empêchent le secteur de véritablement évoluer. Selon les données sectorielles, les pertes post-récolte peuvent atteindre jusqu'à 40% de la production, faute d'infrastructures adaptées et de stockage frigorifique. Les pertes post-récolte qui jouent beaucoup sur
la production. Parce que presque la moitié des mangues maliennes poussent dans les champs. Donc ce qui fait que les manques d'infrastructures poussent les exportateurs à se précipiter vers les clients à l'extérieur. Donc ce qui fait que ces manques de qualité sont vraiment destinés au marché à travers les Global Gap, comme on le dit, les certifications internationales, soit américaines ou européennes. Bien que prisée, la mangue malienne fait face à la concurrence de certains pays voisins mieux équipés en infrastructures logistiques. Burkina à côté, là, presque Bobo Dioulasso, toutes nos mangues, presque, c'est pas toutes nos mangues. Il y a une grande production qui va vers le Burkina. C'est le Burkina qui transforme. Après la transformation, ils nous revendent encore. Et ça, c'est vraiment, économiquement, ça va pas. Il y a la perte d'emploi, il y a encore les gains qui est là pour les industriels, ça fait un peu mal, quoi. Imaginez nos pays voisins, avant ils prenaient des mangues au Mali. Mais ça fait quelques années, ils ont arrêté, ils ont implanté des vergers modernes pour l'export. Alors que nos vergers, c'est depuis nos grands-parents, les vergers qui datent plus de 100 ans. Ils sont fatigués, ils sont malades et tout. Deuxième produit agricole d'exportation, la mangue malienne fait face à de nombreux défis liés entre autres aux infrastructures de stockage, à la formation des acteurs, à l'accès aux certifications internationales et au financement. Gɛlɛya min bɛ ne kan ani n baaraɲɔgɔn bɛɛ kan n tɛ kuma kelen ta n bɛ kuma ni pisɛr bɛɛ ye mobili ko b'an sɛgɛn moyen de transport t'anw bolo sɔgɔma o sɔgɔma anw bɛ wuli ka taa maɲumako kɛ ka mobili de ɲini ni mobili min taara bi sini n'i taara o nɔfɛ n'ala ma jan o bɛ muruti i bolo pewu a bɛ muruti a b'a fɔ n'i ma 5000 fara kan ne tɛ se ka taa ni ma 6000 fara kan ne tɛ se ka taa don o don transport bɛ monter ka taga de hakɛ t'a la campagne démarrage nin yɛrɛ la anw bɛ sɛgɛn min kɛ ala de b'a dɔn parce que fond de roulement tɛ d'anw ma mɔgɔ tɛ yen min b'anw préfinancer anw bɛɛ b'an débrouiller n'an ka propre moyen de donc c'est pas facile. Malgré les défis, cette filière reste stratégique pour le pays. La mangue est le deuxième produit d'exportation agricole du pays après le coton et offre des perspectives de croissance, de création d'emplois et de développement rural. Madame, Monsieur, après ce reportage, j'ai juste envie que l'on regarde cette première infographie qui va nous permettre de bien planter le décor sur notre thème. On parle d'une filière qui produit annuellement entre 60 à 80 000 tonnes. Donc d'après les données de l'interprofession de la filière mangue. Et quand on regarde, Madame, Messieurs, quand on regarde le potentiel de cette filière, on se rend compte que c'est un potentiel de plus de 575 000 tonnes. Donc le Mali peut produire plus de 575 000 tonnes par an, mais aujourd'hui notre production elle est comprise entre 60 et 80 000 tonnes. Comment l'expliquer? Je sais que vous travaillez beaucoup avec ces acteurs, mais comment expliquer cette disparité qu'il y a entre le potentiel qui est là et ce qui est produit concrètement? Je vais commencer par vous, Madame Diakité. Alors, je voudrais d'abord dire que ce potentiel, ça regroupe tout type de mangue. Et c'est pas tout type de mangue qu'on exporte et c'est pas tout type de mangue qu'on transforme. Alors, commençons par expliquer quels sont les types de mangue qu'on exporte et quels sont les types de mangue déjà. Parce que je sais que vous travaillez beaucoup avec les producteurs. Vous les aidez, comme j'ai dit à l'entame de l'émission, à exporter. Quelles sont les mangues qui sont prisées? Notamment, on va voir tout à l'heure les pays où on exporte en majorité. Mais quelles sont les mangues qui sont prisées? Alors, les mangues qui sont les plus exportées, c'est les Kent, les Kate et Amelia un peu. Donc, Amélie. Il y a beaucoup d'autres mangues qu'on a ici sur le marché, mais qui ne sont pas exportables parce que ça ne répond pas aux standards, au goût de nos clients. Donc, il y a par exemple beaucoup de mangues fibreuses que moi, j'adore, que nous, on consomme au Mali, mais qui ne sont pas des mangues qui peuvent être exploitées pour l'exportation. Et je ne sais pas si dans les unités de M. Djiré, par exemple, ces mangues fibreuses peuvent être exploitées, qui sont des mangues petites, juteuses. Mais tous ces types de mangues sont dans les potentiels qu'on a cités. Et comme je dis, malheureusement aussi dans ces potentiels, on se base sur des productions de la nature.
Et heureusement, maintenant, les acteurs sont en train de comprendre qu'on ne peut pas baser le deuxième produit agricole d'exportation, on ne peut pas se baser sur des produits de la nature. Donc, on est en train de commencer une production industrielle, donc des vergers professionnels qui sont en train de faire de la bonne production pour l'export parce que c'est la variété qui sont les plus rentables. Justement, Monsieur Djiré, quels sont les types de mangues que vous préférez en tant qu'acteur qui fait dans la valorisation, on va le dire ainsi, puisque vous transformez ces mangues? Et pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, comment comprendre cette disparité entre ce qui est produit, qui est estimé entre 60 et 80 000 tonnes par an, et ce qui peut être produit, estimé à près de 600 000 tonnes par an, puisqu'on parle de plus de 575 000 tonnes? Effectivement, c'est des chiffres quand même alarmants pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais vraiment, de l'autre côté, de ceux qui sont du domaine, ce n'est pas du tout alarmant. Pourquoi? Parce que si vous voyez, il y a plusieurs qualités de mangue au Mali, et ce n'est pas forcément toutes ces qualités qui sont sollicitées pour l'export. Il y a des critères de choix, et je vous dis, il y a certaines localités, il n'y a que certains types de mangue qui sont produits dans ces localités-là. Ce n'est même pas la peine que vous comptez mener une activité du business avec cette qualité de mangue. À cause du type de sol, à cause du sol, c'est cela? Bon, à cause, je dirais, de la non-modernisation à un niveau élevé du secteur. D'accord. Parce que donc, c'est des mangues qui poussent comme ça, en brousse, et qui sont entretenues comme ça, et après, qui font beaucoup de fruits. Et donc, ces mangues, nous, les transformateurs, nous n'avons aucun avantage. Même si on venait nous donner cadeau, on vous dit merci. Parce qu'on peut vraiment pas. On a besoin de mangues charnues, notamment les différents types qu'elle vient de citer, Kent, Kate, Amélie, qui sont des mangues bien charnues, avec beaucoup de jus. Bien charnues, c'est-à-dire qui ont assez de chair pour faire. Voilà. Parce que peut-être que vous allez avoir l'occasion de nous visiter un jour pour voir la chaîne de bout en bout, du lavage jusqu'à la production, à la mise en emballage de la purée de mangue. C'est vraiment un mécanisme très intéressant. Et donc, vous allez voir que vraiment, il n'y a pas de place pour ces petites mangues-là, avec beaucoup de fibres. Bon, donc, si vous regroupez tout ça, donc ces mangues avec beaucoup de fibres, je m'excuse, peut-être les mangues Nungurumi, Nunjani, Fumani et tout, vous voyez, ça vient gonfler ces chiffres-là, amener jusqu'à ces quantités-là qu'on produit annuellement. Et c'est aussi vous qui dites que nous produisons tout ça, nous avons des perspectives d'avoir tout ça, mais donc c'est vraiment un paradoxe. Non, ce n'est pas un paradoxe, parce que la sollicitation ne va pas à ce niveau-là. Docteur Tekiti. Ok, à ce niveau, j'aborderai dans le même sens, mais en expliquant davantage. Parce que quand vous prenez le secteur de la mangue ou la filière mangue, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on n'arrive pas à produire de façon suffisante et atteindre la capacité escomptée qui a tout de suite été signalée par vos chiffres. Le premier facteur d'abord, ça c'est le facteur technique. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les VHR, les variétés à haut rendement. Parce qu'en réalité, au Mali, c'est les mangues traditionnelles là, qui existent depuis les premières heures de notre indépendance là, qui sont toujours à l'exploitation. Mais il n'y a pas effectivement l'introduction des VHR, des variétés à haut rendement qu'on peut importer de la Chine ou bien de l'Inde pour pouvoir produire davantage. Parce que ces variétés là peuvent être récoltées parfois 2 fois dans la même saison. C'est-à-dire on peut faire 2 à 3 récoltes. Donc là, il n'y a pas de saison contre saison? Il n'y a pas de saison contre saison. C'est dû même à la qualité, à la valeur même de ces variétés-là. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est ça même qu'on appelle la révolution verte, c'est-à-dire l'introduction des variétés d'espèces de mangue là au Mali pour permettre d'intensifier les productions de la mangue.
Ensuite, il y a un facteur d'ordre structurel parce que quand vous prenez aussi, il y a un problème de terre parce que très souvent les agriculteurs sont confrontés à un problème de guerre, à un problème de propriété de terrien parce qu'ils n'arrivent pas à recouvrir, à avoir des superficies qu'il faut pour pouvoir produire suffisamment de mangue. Donc ça aussi, c'est un aspect très important. Même si on sait qu'entre 2010 et 2016 jusqu'à nos jours, les superficies, les hectares n'ont fait qu'augmenter, voire tripler même ces dernières années. Et on doit également se poser quel est le pourcentage de mangue qu'on exporte à l'état transformé. On va parler de l'exportation tout à l'heure. Voilà, ça aussi, ça pose énormément de problèmes. On n'arrive pas à transformer. Mais il y a un autre facteur, ça c'est le facteur humain. Parce que nos agriculteurs ne sont vraiment pas formés aux techniques, aux méthodes, aux nouvelles méthodes de culture pour pouvoir mieux produire à l'hectare. Parce qu'il faudrait suffisamment utiliser de façon efficiente et efficace les terres agricoles qui sont destinées à la production de ces mangues-là pour intensifier, pour multiplier par 5, par 10 les productions agricoles là qui existent. Donc ça aussi, c'est un problème. Les agriculteurs sont mal formés par rapport à ça. Vous parlez de terre, et ça me donne justement l'occasion de passer à cette seconde infographie qui va nous permettre de parler des principales zones de production des mangues. La région de Sikasso, à elle seule, représente 60% de la production nationale et 90% des producteurs sont regroupés à Sikasso. Après, on a d'autres zones telles que Bamako et Koulikoro. Comment expliquer que Sikasso soit la région névralgique de la mangue? Est-ce que c'est justement à cause de ce que disait Dr Tekete, le sol, le climat? On sait que le sud a un climat plus tempéré que, par exemple, au nord. Comment l'expliquer? Alors, je ne vais pas tenter de faire la biologie sur votre plateau, mais à vue comme ça de l'extérieur, je me dis oui, c'est le climat. Mais il faut aussi savoir que les manguiers, ce sont des plantes qui ont été amenées pendant la colonisation, si je me trompe pas. Donc, je pense qu'il y a eu des zones où on a planté ça et autres, mais le climat est favorable là-bas. Maintenant, je pense que quand on dit Sikasso, ça comprend l'actuelle région de Yanfoïla, quand on parle de 60%. Tout à fait. Là, c'est en tenant compte de l'ancien découpage. Ok. Donc voilà, Sibi, Bamako, Koulikoro, toutes ces zones sont beaucoup plus favorables. On imagine mal un manguier donner autant de fruits dans des régions de Nara, désertiques, où c'est plus la gomme arabique. Donc je pense que c'est des questions de climat. Monsieur Diré, d'où proviennent principalement les mangues que vous prenez, de Sikasso ou des autres régions? Cette question, je vous la pose parce qu'elle nous permet de comprendre un peu déjà le type de mangue, parce que vous nous avez dit tout à l'heure le type de mangue que vous préférez. Quand vous parlez de Sikasso, donc c'est toute une zone. Et donc les autres proches là sont rattachés à Sikasso. Yanfoïla fait partie de Sikasso, Gouni fait partie ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, ces zones-là sont réputées être les zones à forte exploitation de mangue. Il y a une histoire, il y a une histoire. Par exemple, vous avez dit, vous ne comprenez pas pourquoi Sikasso est une zone fortement représentative par rapport à la production de mangue. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai fait mes chargements de camions en mangue à Yanfoïla, c'est toute une histoire. Et les premiers producteurs de mangue, je dirais un peu en arrière, les premières personnes qui sont venues faire une plantation de mangue dans ces zones-là, dans le temps, ont été considérés comme des fous. Comme des fous? Comme des fous. Pourquoi? Parce que ils ont laissé la terre, ils avaient de la terre, et les autres cultivaient le mil, le sorgho, ceci. Ils sont venus faire quelque chose de différent. Et c'était des personnes qui habitaient en Guinée, qui ont longtemps séjourné en Guinée, qui se sont dit à un moment, tiens, il faut qu'on vienne révolutionner un peu chez nous. Et qui sont venus, ils ont acheté beaucoup de terres. Et après, ils ont commencé à amener des pépinières de mangue. Ils ont commencé à planter. Les autres, ça fait la une, à gauche, à droite. Telle personne, après comment on appelle, tel séjour à côté de nous, nous ne pensons pas qu'il soit revenu normal. Parce qu'au lieu de cultiver, il est en train de planter. Bon, on l'a laissé, il dit, oh, je sais ce que je fais.
Et des années après, donc les mangues ont grandi, les mangues ont commencé à faire des fruits. Et c'est ces gens-là qui ont commencé à bénéficier des premières retombées des fruits de mangue. Donc vous voyez, donc comme elle a dit un moment, donc il a fallu que ça soit exporté. Hein? Il a fallu que des acteurs soient là, conscients qu'on ne peut pas vivre que comment on appelle, de nos méthodes anciennes. De culture, qu'il fallait révolutionner un peu le secteur. Donc ils sont venus, et effectivement, la zone s'y prête aussi parce que la terre elle est riche et il y a beaucoup de pluie. Et vous allez visiter beaucoup de ces zones-là, c'est encore à l'état rudimentaire parce que vous allez visiter 10 champs là-bas, peut-être c'est un seul champ que vous allez voir qui arrose la mangue. Sinon les autres, la mangue est là, à l'état naturel. La campagne, tout le monde sait quand est-ce qu'elle arrive et on se met à couper les fruits. Et justement, par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'on laisse pousser la mangue de manière naturelle, je résume ça comme ça, puisque, comme vous l'avez dit, certains arrosent tandis que d'autres laissent simplement la pluie faire son travail. Est-ce que c'est ce qui explique les énormes pertes qu'on entend? On parle d'une perte estimant entre 30 à 50% de la production. Le fait que certains ne prennent pas ces champs-là, j'allais dire, au sérieux, en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, comme ailleurs, où c'est des vrais champs de mangue et non des manguiers qui poussent comme ça et on vient cueillir. La réaction, Oui, effectivement, avant, la réaction par rapport à ça, d'abord, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est parce qu'on laisse pousser les mangues à l'état naturel. Donc là, c'est l'environnement même qui impose son dictat, sa loi sur les producteurs. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire c'est les producteurs qui devraient transformer le cours de ces mangues-là naturelles. Donc en essayant d'apporter des nouvelles techniques de production, en essayant de développer des cultures de contre-saison, en essayant d'importer de l'extérieur des variétés de mangues qui vont nous permettre de pouvoir mieux exporter à l'international. Parce que comme elle a dit, elle part pour des salons à l'international, donc elle devrait quand même essayer de voir quels sont les qualités de mangues qui sont quand même désirées par l'extérieur, donc essayer d'amener des semences de ce type de mangue-là pour pouvoir produire davantage. Donc ça, c'est un facteur. Maintenant, l'autre facteur, c'est par rapport vraiment au manque de technicité. Ça, je ne cesserai de le dire. Nos agriculteurs manquent réellement de techniques, de nouvelles techniques agricoles modernes pour pouvoir démultiplier par 10 ou bien pour pouvoir intensifier les productions. Ça aussi, c'est un facteur. Donc, on a dit effectivement, Sikasso, c'est une zone d'agriculture de façon naturelle depuis nos premières ères de l'indépendance. Mais ce qui est important de savoir, vu que c'est un produit qui occupe le deuxième rang de nos produits d'exportation, de mon point de vue, il est utile et important aujourd'hui de mieux valoriser ce secteur-là pour que nous puissions exporter à hauteur de souhait comme le coton aujourd'hui. Donc les recettes pour moi sont insuffisantes. Et on va parler tout à l'heure des recettes, de ce que cela apporte concrètement à l'économie. Mais justement, vous parlons un peu des contraintes du secteur. Madame Diakité, vous êtes dans un secteur où vous travaillez, comme cela a été dit, vraiment avec les producteurs pour les aider à trouver de nouveaux marchés. Un marché, quand je dis un marché, je fais surtout allusion au marché extérieur qui est de plus en plus exigeant. Comment justement vous travaillez concrètement avec eux et quelles sont les exigences justement du marché extérieur? Oui, ça risque d'être long parce que les défis sont énormes et les questions abordées sur ça. Mais juste pour un dernier point par rapport à Sikasso, je voudrais quand même aussi relativiser quand on dit la production de Sikasso, parce qu'il ne faut pas oublier que Sikasso, c'est une région frontalière. Avec la Côte d'Ivoire, effectivement. En Afrique de l'Ouest, on a ce sérieux problème. Nous travaillons en Guinée aussi. Et la première chose, quand on est venu pour une campagne de promotion de l'exportation des fruits de Guinée, la première chose qu'on m'a dit, c'est que vous exportez les mangues de chez nous. Parce que les Guinéens aussi estiment qu'il y a des mangues de chez eux qui montent par le Mali et qui sont labellisés mangues du Mali. De la même façon qu'il y a des Maliens qui reprochent au Sénégal d'exporter des mangues du Mali et des mangues du Mali qui sont exportées à travers la Côte d'Ivoire. Alors finalement, qui exporte quoi? Voilà. C'est le souci de la traçabilité. Le commerce transfrontalier dans notre région est comme ça. Donc les chiffres peuvent changer parce qu'il y a beaucoup d'impact des voisins qui a aussi à considérer. Maintenant, concernant les exigences à l'international,
il y a une question de goût. Hein. On a parlé des variétés qui sont exportables. Pourquoi? Parce qu'elles sont charnues, parce que peut-être elles sont moins amères ou moins aigres que d'autres et qui correspondent au goût à l'international. Chaque pays a ses trucs, ses cultures gustatives, mais les Kent, Kate et Amélie sont celles qui s'exportent. Maintenant, comme je l'ai dit, la régularité est quelque chose de super important pour un client international. Donc, un pays où la production est majoritairement liée à la nature, ça rend le pays un peu imprévisible. Même si aucune région du monde ne peut, en ce moment surtout qu'on est super impacté par les changements climatiques, aucune région du monde ne peut dire que les changements climatiques ou la nature ne peut pas l'influencer. Mais quand la production est professionnalisée, la filière se met plus à l'abri des aléas de la nature. L'an passé, par exemple, l'Amérique latine a eu un sérieux problème. Les mangues d'Amérique latine ont eu des problèmes. Nous, le Mali, notre concurrent, c'est le Pérou, c'est la Bolivie qui font aussi les mangues Kent, Kate qu'on a. Même si les nôtres sont plus sucrés que leurs mangues. Mais ils exportent mieux que nous parce qu'ils sont mieux organisés que nous. Et il y a aussi une complémentarité parce que les saisons pendant lesquelles nous on produit la mangue n'est pas la même que la saison en Amérique du Sud. Donc on a même eu, pendant les événements qu'on a fait, les salons qu'on a fait en Italie, on a même eu une demande de partenariat d'exportateurs brésiliens parce qu'ils ont tous, que ce soit nos producteurs ou les exportateurs de l'Amérique latine, maintenant c'est tout ce que le marché de la demande est énorme. Donc, il y aura toujours de la demande. Les producteurs qu'on a ici savent que leur mangue est vendue avant même de finir. Ce qui fait qu'on se permet même parfois de demander de l'argent avant même d'envoyer. Et les importateurs sont prêts à donner. Parce que quand on exporte la mangue comme ça, fraîche, c'est qui est sûr, celui qui distribue en Europe se fait le plus de marge, malheureusement, parce que ce sont des produits non transformés. Donc, la demande n'est pas un souci. La demande est plus croissante. Mais on a de la concurrence et la concurrence est mieux organisée que nous. Et la concurrence respecte plus les normes que nous. Les normes minimales que les pays exigent pour l'exportation, c'est la certification Global Gap, par exemple. Et nos exportateurs arrivent à avoir cette certification, même s'il y a un véritable souci, parce que les organismes de certification ne sont pas souvent basés au Mali. Donc il faut non seulement donc se déplacer pour certifier ces mangues et tout ça, cela a un coût, j'imagine. Oui. Il faut faire venir des experts pour certifier. Qui viennent certifier les produits sur place. Oui, il faut faire certifier. Les producteurs. Ouais. Il faut faire certifier la zone de production et c'est difficile. Hein. On a un transformateur qui était dans les aliments pour enfants, qui vendait ça en Amérique du Nord, la purée de mangue pour enfants, pour bébés, en Amérique du Nord. Donc, imaginez les exigences. Et le défi, c'était vraiment de certifier tous les producteurs, comment ils sont en train de produire, comment ces mangues arrivent dans ces unités, parce que c'est des aliments pour bébés quand même. Donc, et donc, dès qu'on parle de traçabilité, nous, on a des soucis. Parce que notre production est très difficilement traçable, parce qu'on se base sur la nature et qu'on est moins, on n'a pas beaucoup, même si ça se fait de plus en plus. Et ensuite viennent les questions d'emballage. Et Madame Diakité, on va aborder cette question tout à l'heure, mais j'aimerais justement entendre Monsieur Duré sur ce point, sur le point de la certification, sur le point de la traçabilité. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous faites dans la transformation. Oui. Est-ce que vous êtes sous ces mêmes contraintes? Est-ce que vous êtes obligé de respecter ces mêmes exigences de traçabilité, de certification de vos produits avant la commercialisation? Nous n'avons même pas le choix. Parce que quand vous vous présentez comme un transformateur, la première question qu'on vous pose, est-ce que vous êtes certifié? Parce que la certification, c'est l'élément déjà qui prouve que la personne que j'ai en face est sérieuse dans ce qu'il fait. Donc vous n'avez même pas le choix. Vous ne pouvez même pas aller à l'international sans être certifié ou d'être en voie de certification. Donc nous sommes aujourd'hui en voie de certification. Nous avons déjà lancé les procédures. Nous sommes déjà certifiés par rapport à d'autres aspects. Chez nous, par exemple. Chez nous, c'est de bout en bout. Hein. C'est de bout en bout. De bout en bout, c'est-à-dire? De bout en bout, c'est-à-dire, nous achetons la mangue à l'état fruit, nous transformons et nous sommes allés plus loin, nous sommes au produit fini aussi. Déjà, nous avons nos jus de mangue sur le marché, jus de mangue, et nous avons aussi nos boissons carbonatées en mangue
dans des emballages différents sur le marché. Donc c'est de bout en bout. Et nous, déjà, sur le secteur d'activité produits finis, nous sommes déjà certifiés. Donc toutes nos boissons carbonatées, jus de mangue que vous allez voir dans les canettes aujourd'hui sont certifiées. Donc ça fait sérieux. Et donc en local d'abord, parce que je pense que ce complexe, il est malien. Nous avons beaucoup plus confiance à ce qui se passe à l'extérieur qu'à ce qui se passe chez nous-mêmes. Et beaucoup de gens, quand ils ont vu nos produits, leur première grande réaction, on pensait que ce n'était pas fait au Mali. Mais après, on les explique et tout, ils disent, ok, mais nous, on ne savait pas. On ne savait pas que les Maliens avaient la capacité de faire ça. Et vous ne pouvez pas imaginer, quand vous comparez le prix de nos produits finis par rapport aux mêmes catégories de produits importés, vous allez être agréablement surpris par le goût des nôtres et par le prix des nôtres. Donc ça veut dire qu'il y a un complexe qui est là. Donc je pense qu'au cours de ces émissions et tout, ça va permettre d'informer les gens et tout pour que les gens se rendent compte. Et il y a plein de choses. Mais justement, en parlant d'exportation, je vous invite à regarder cette infographie qui va nous permettre d'évoquer la quantité de mangue exportée. On parle de 40 000 tonnes par an, donc ça c'est pour l'exportation. Les principales zones d'exportation, on parle déjà de l'Union européenne, donc la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. En Afrique, donc dans les pays voisins, dans l'espace UEMOA, on parle plus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina. Tout à l'heure, Madame Diakité, vous expliquiez qu'on confondait un tout petit peu la mangue du Burkina, la mangue de la Guinée, la mangue de la Côte d'Ivoire, celle du Mali. Mais quand on regarde les statistiques, on se rend compte que la Côte d'Ivoire fait partie des pays où on exporte la mangue. Comme je le disais, le bon produit ne suffit pas à l'exportation. Il faut un bon système derrière. Et la Côte d'Ivoire offre des facilités à des clients que le Malien n'arrive pas à lui faire. Une entreprise ivoirienne peut exporter 40 tonnes de mangue du Mali en emmenant la mangue de Sikasso, mais en la nettoyant, en la triant, en l'emballant bien et en utilisant ses ports. Et ça devient mangue de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de production de mangue en Côte d'Ivoire. Il y a des mangues en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi beaucoup de mangues qui quittent le Mali pour aller en Côte d'Ivoire, pour être traitées et être exportées. Donc, ils sont certifiés Made in Côte d'Ivoire ou Bien Made sûr. in des autres pays et envoyés. Comme de la mangue de la Guinée peut rentrer chez nous, comme de la mangue du Mali peut aller en Guinée. C'est des choses qui se font vraiment parce qu'on a un déficit d'infrastructure ici. La demande est énorme et je vous dis que tous les acteurs qui exportent de la mangue du Mali ont des cahiers de commandes remplis. Leur souci pendant la saison, comme M. Djéré l'a dit, c'est la bataille pour savoir qui va avoir assez de mangue exportable. Parce qu'ils ne peuvent même pas garantir la qualité de mangue exportable. Parce que si on a la variété, on a la zone où on veut cueillir la mangue. Est-ce que les personnes qui vont couper vont bien couper en respectant les normes du client? Il y a le problème de formation que M. Tekete a dit. Donc, les pisteurs qui vont aller chercher les mangues pour les amener aux exportateurs, est-ce qu'ils vont bien le faire? Et même les pisteurs travaillent aussi avec les producteurs qui doivent cueillir et eux, ils vont aller chercher, regrouper. Une mangue qui tombe par terre n'est pas une mangue exportable. Madame Diakité, juste pour que je comprenne bien, vous êtes en train de nous dire que même dans la manière de cueillir cette mangue, il y a une procédure à suivre. Tout à fait. Une mangue, vous l'avez dit, une mangue qui tombe, oui. Elle n'est plus exploitable. Ouais. Et c'est pour ça, c'est tellement... C'est pas des protocoles parce que il y a deux types de mangues. Il y a les mangues qui partent par conteneur, donc on coupe avant qu'elles ne soient mûres, qui sont moins chères parce que forcément c'est moins sucré vu que ça a été coupé avant la maturation. Et il y a une façon de la couper pour qu'elle ne pourrisse pas dans le conteneur parce qu'une mangue qui a une ouverture. Et le pire, c'est que ce n'est pas que cette mangue qui va pourrir parce qu'elle est avec d'autres mangues. Donc, quand le conteneur va être ouvert à destination, et c'est arrivé à beaucoup de nos exportateurs, malheureusement, ils reçoivent un message pour dire tout votre conteneur est rejeté parce qu'il y a des problèmes de qualité. Et vous me tendez une perche justement pour aborder un sujet. On sait que cette année, l'exportation de mangue a été compliquée, ça c'est vraiment un euphémisme. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru comprendre que l'exportation des mangues maliennes vers l'Europe, l'Union européenne, cette exportation a été bloquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Légalement parlant, on va dire qu'elle n'a pas été interdite, mais elle a été rendue impossible.
Parce qu'il y a des normes qui ont été exigées, parce qu'il y a eu quelques containers de mangue venus du Mali qui ont été rejetés parce qu'elles sont venues avec de la mouche de fruits dedans. Donc, mais alors que tout à l'heure vous expliquiez tout ce qu'il fallait faire en amont pour justement éviter de telles surprises. Tout le problème de professionnalisation du secteur, parce que l'exportation c'est quelque chose. Ce n'est pas une entreprise XY qui exporte, c'est le Mali qui exporte. Donc, si parmi les 100 exportateurs du Mali, on autorise 2-3 personnes, 2-3 structures qui ne sont pas professionnelles à exporter au nom du Mali, si ces 3 structures ne respectent pas les normes exigées, c'est le label Mali qui est entaché par rapport à la destination. Et donc, il y a eu des exportations du Mali, au nom du Mali, par des entreprises maliennes qui ne respectaient pas les normes. Et ça arrive dans des pays de temps en temps, mais quand le taux est élevé, là on met le pays sur une ligne et une liste un peu plus restreinte. Donc on a mis des règles supplémentaires pour que les mangues maliennes puissent rentrer dans l'Union européenne. Il faut qu'elles respectent des normes phytosanitaires strictes et qu'elles soient accompagnées d'un certificat pour dire qu'elle a respecté ça. Aucun exportateur n'avait le temps de se conformer à ces réglementations pour pouvoir exporter pendant cette saison. Donc légalement, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a une barrière réelle qui fait qu'on ne peut pas exporter à cause de quelques acteurs qui n'étaient pas assez préparés pour l'exportation. Pardon, Monsieur Tekete, je vous donne la parole juste après Monsieur Dié, mais Monsieur Dié, justement, pour revenir sur ce que disait Madame Binta, comment comprendre que la chaîne soit à ce niveau où on a certains qui ne respectent pas les normes et qui pénalisent tous les autres? Bon, vous savez, par rapport à l'exportation, moi je ne suis pas tout à fait aligné sur la vision des producteurs de mangue d'une manière générale. Regardez, dans tous ces pays-là où nous exportons, ils produisent de la mangue. Dans tous ces pays-là. Mais j'imagine qu'ils ne produisent pas en quantité suffisante. Bon, quand même, ils produisent. Ça, c'est le premier élément important. Et nous, notre mangue, elle est prisée. Mais que nous nous posons la question, quand notre mangue arrive là-bas, quelle est la quantité consommée à l'état naturel et quelle est la quantité transformée? La quantité consommée à l'état naturel, vous allez trouver qu'elle est minime, elle est très minime. Donc, ça veut dire que l'autre quantité, beaucoup plus énorme, va être transformée. Si elle est transformée, quelle est sa destination après? Vous voulez dire que c'est le marché africain, particulièrement malien? Moi, je vous dis en partie. En partie, la partie transformée nous revient encore. Que faut-il comprendre par là? Que les autres valorisent notre propre mangue et viennent nous revendre cette mangue-là qu'on achète plus cher? Et voilà, donc nous sommes dans cette optique-là aujourd'hui, que ça cesse, que ça, on puisse arrêter ça. Donc vous militez pour que les mangues maliennes restent au Mali et profitent aux acteurs qui transforment cette mangue? Exactement, parce que nous pouvions. Parce que nous ne savons pas peut-être, ou peut-être nous n'avons pas encore décidé que ça soit ainsi. Vous regardez aujourd'hui, notre unité de transformation, elle est à l'arrêt depuis un moment, parce qu'on attend les mangues, que les mangues arrivent pour que nous transformions. Et après la transformation, nous partons jusqu'au produit fini. Et je vous ai dit, notre priorité est que ces produits finis-là soient consommés d'abord en local pour que le goût de la mangue reste chez le Malien lambda. Parce que la mangue, c'est aussi une affaire. Parce que quand vous n'avez pas la mangue, c'est comme si les produits finis rattachés à la mangue n'existent pas aussi. Je vous dis, quand vous allez déguster nos purées de mangue, vous n'allez pas pouvoir faire de différence entre la mangue en purée et la mangue en tant que fruit. Et cette purée, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser ça en jus de famille, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est une vision que nos autorités se joignent à nous et que nous développons, nous professionnalisons ce secteur-là et qu'aujourd'hui, la mangue de qualité qui est produite au Mali et qui est choyée par l'extérieur soit transformée et utilisée, et c'est bien possible. C'est bien possible. Docteur Tekete. Oui, effectivement, tout développement séparé
est voué à l'échec. C'est-à-dire, en réalité, il y a un problème d'ordre organisationnel, c'est-à-dire les producteurs de mangue là très souvent ne sont même pas reconnus pour la plupart par l'État du Mali, parce que vous trouverez qu'ils n'ont même pas de papier valable, ils n'ont même pas de récépissé, ils n'ont même pas de quoi leur permettre de pouvoir mener leur activité. Donc du coup l'accompagnement de l'État va poser énormément de problèmes, parce qu'il y a un problème de reconnaissance vis-à-vis de l'État. Il faut que les producteurs arrivent d'abord à se formaliser et ensuite après cette formalisation que les producteurs aussi arrivent à s'associer en groupement, soit en faisant des fusions, soit en faisant des rachats ou bien en faisant des titres de participation, c'est-à-dire pour aller d'une seule force et pouvoir exporter davantage. Le problème de labellisation qu'on a dit, c'est par rapport à l'étiquetage, c'est par rapport à l'emballage, c'est par rapport à des normes de qualité. C'est vrai, parce que pour exporter, il y a des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires et des normes qu'il faut fixer. Bon, très souvent, nos producteurs n'ont pas cette capacité financière-là de pouvoir exporter leur mangue parce qu'ils manquent de financement. Donc, il faut se regrouper en association, en coopérative pour chercher des financeurs. Et ces financements ne peuvent être obtenus que lorsqu'on est formel. Donc, il y a cet aspect-là vraiment qu'il faut essayer de prendre en compte et essayer aussi de voir ensemble. Pourquoi ne pas essayer de créer, voir l'État du Mali, aller faire vos doléances pour voir est-ce qu'il n'y a pas temps pour qu'on puisse labelliser nos produits made in Mali. Je pense qu'il y a le CEMAPI qui travaille. À Manorme également, qui voilà, donc au niveau du ministère qui sont sous la coupelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons voir quelle est la contribution de la filière mangue dans l'économie, quels sont les emplois créés et qu'est-ce qu'il faudrait surtout faire pour rendre ce secteur beaucoup plus dynamique. Merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Mangue malienne, une richesse sous-estimée, c'est une question à laquelle mes trois invités tentent d'y répondre depuis quelques minutes. Merci madame, merci messieurs d'être restés sur ce plateau. Je vous invite à regarder cette infographie, madame, messieurs, pour avancer. On parle de la filière mangue, donc la contribution à l'économie. On parle de 10 milliards, pas moins de 10 milliards de francs CFA de contribution par an. C'est donc, comme je le disais à l'entame de l'émission, le deuxième produit d'exportation du pays après le coton. 10 milliards, dit comme ça, les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous écoutent, vous qui êtes dans le secteur, 10 milliards, c'est peu, c'est beaucoup, on peut faire mieux. Comment est-ce qu'il faut percevoir ces 10 milliards quand on parle d'un produit qui est à la deuxième place d'exportation et qui occupe une place stratégique, comme cela a été dit? Je vous invite à regarder cette autre infographie qui va nous permettre donc de voir les emplois créés. On parle de 25 à 30 000 emplois directs et indirects créés par an dans le secteur. Madame, monsieur, comment percevoir justement le poids de ce secteur à travers ces infographies qu'on vient de voir? Madame Diakité. Oui, pour moi, c'est quand on dit deuxième produit d'exportation, j'aimerais qu'on précise peut-être ces produits agricoles. Hein, on parle agricole parce que après il y a l'autre, le premier, effectivement. Okay, donc voilà, le produit agricole. On parle de produits agricoles, bien entendu. Voilà, même pas de l'élevage, l'agriculture avec grand A. Pour moi, c'est toujours minime. C'est vraiment minime par rapport au potentiel qu'on peut avoir avec la mangue. Et les emplois créés dont on parle, malheureusement, ce sont des emplois saisonniers. Et comme M. Djiré l'a dit, tout se résume dans les 3 mois où tout le monde se bagarre pour avoir le maximum possible. Et il y a du potentiel, il y a des marchés qui sont là, qui demandent la mangue malienne. On n'arrive pas à satisfaire la demande parce qu'il nous manque cette organisation pour répondre à la demande. Monsieur Tekete parlait de financement, de difficultés pour accéder au financement. Malheureusement, c'est une réalité pour les producteurs, mais pour les exportateurs, pas tellement. Parce que comme je l'ai dit, il y a des acteurs à l'international, tellement que la mangue était un produit prisé, qui sont prêts à préfinancer quand il y a la confiance. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes de confiance au Mali. Beaucoup d'exportateurs maliens tournent avec des crédits parce qu'il y a eu des saisons où il y a eu des commandes préfinancées où la livraison n'a pas pu être faite parce que l'exportateur ne peut pas garantir combien de containers il va avoir à la fin de la saison.
Parce que lui aussi, il se bagarre avec les autres pour avoir le maximum de mangues de qualité. Et aussi, ces mangues qui vont aller, est-ce que toutes ces mangues vont être réceptionnées parce qu'on ne respecte pas forcément les normes qui ont été exigées? Donc, la question, c'est de savoir comment améliorer la structure, la filière mangue pour pouvoir tirer le maximum de potentiel. 10 milliards, c'est en francs CFA. C'est pas en dollars. Et donc, pour notre pays, on peut faire mieux. Et il faut juste qu'on mette les bonnes structures pour assurer le respect d'abord phytosanitaire. Et là maintenant, les structures de l'Union européenne se sont basées sur des rapports que les autorités maliennes ont communiqués pour dire que beaucoup de structures n'arrivent pas à respecter les normes phytosanitaires. C'est des études qu'on a fait nous-mêmes de nos acteurs. Et on le sait. Maintenant, c'est une question de formation, c'est une question d'exigence aussi, de contrôle. Parce qu'il ne suffit pas juste de mettre des normes, il faut avoir aussi les moyens de contrôler que les gens respectent ces normes. Et sinon, ça se paye cash. Monsieur Tekete? Oui, effectivement. Bon, quand j'ai dit que par rapport à ce qu'elle a dit, je m'explique. Parce qu'en réalité, je dis que par rapport au nombre, le nombre là est insuffisant par rapport à la chaîne de valeur. Parce que quand vous prenez nos producteurs là, en réalité, ça a été dit, ce ne sont pas eux qui exportent. 90% de nos producteurs n'exportent pas en réalité. Mais c'est des entreprises, très souvent même, qui ne sont pas des entreprises de production, mais de commercialisation. C'est ce qu'il faut nuancer en fait. Parce qu'on est en train de parler de producteurs, des vrais producteurs qui achètent les matières premières, les récoltes. Mais ici, on parle des producteurs. Mais là, elle fait allusion au service de commerce. C'est-à-dire les producteurs produisent, mais il y a des entreprises qui sont organisées un peu structurées, qui vont commercialiser ces produits-là. Donc, du coup, c'est eux qui profitent énormément. Bon, par rapport au financement, oui, ils peuvent avoir les financements. Mais est-ce que les producteurs, à 90%, ont le financement? Je dis non, ils n'ont pas de financement parce qu'ils ne sont même pas formels d'abord. Donc je pense que le souci premier, l'une des premières solutions, c'est vraiment d'aller d'abord vers la formalisation de ces entités agricoles-là qui évoluent dans les domaines de production des mangues. Ça, c'est très important. Maintenant, au-delà de ça, j'ai dit il faut essayer de développer des types de produits qui sont exportables. Ça aussi, on l'a dit. Mais en plus de tout cela, il faut faire des unités qui vont nous permettre quand même de s'inscrire dans la nouvelle dynamique, de s'inscrire dans les nouvelles approches même du marché international qui existe des produits labellisés. Il faudrait que nos producteurs se donnent la main et d'aller voir l'État, de trouver des voies et moyens pour pouvoir développer réellement ce secteur pour que la mangue puisse être l'or malien. Est-ce que vous comprenez ces appréhensions qu'il y a autour de la mangue, des gens qui disent qu'on est un pays producteur de mangue, on est l'un des principaux pays producteurs de mangue en Afrique, mais nos mangues sont chères, on achète encore une mangue à 1000 francs, à 1200, surtout dans certains espaces? Bon, vous savez, souvent, comme on l'a dit, le goût ne se discute pas. Et le choix aussi d'aller vers un produit aussi ne se discute pas. Si vous passez maintenant, vous n'allez même pas au marché, mais au niveau de nos points de vente habituels en bordure des routes, la mangue est un produit inaccessible parce qu'on n'est pas encore rentré de plein fouet dans la période de mangue. Il faut compter 3 semaines encore. Et vous avez 6 fruits de mangue, même pas de très bonne qualité, hein, pas les Amélie, pas les Kate, pas les Kent, qui sont vendus à 1000 francs. Au départ, c'était 2000 francs. Et vous allez voir, ça va chuter petit à petit. Juin, vous allez ramasser ça à 500 francs ou à 250 francs. Donc, vous voyez, donc c'est une question de choix. Et pour aller un peu dans le sens des chiffres que vous avez avancés, 10 milliards par rapport à la mangue, moi je pense que ça c'est rien du tout. Moi je pense que ça c'est des chiffres qu'on peut multiplier par 4, par 5. Si vous regardez le secteur, si vous regardez ce qu'on produit, si vous regardez ce qui est sollicité, si vous regardez ce qui n'est même pas regardé, que les gens cueillent, que les gens mangent, que les gens jettent, que les gens ne touchent même pas. Dans certaines localités, à certaines périodes, même les animaux, même les ânes ne touchent pas à certaines qualités de mangue. Pourquoi? Parce que eux aussi, c'est des bêtes et tout, mais ils font le choix.
Ils veulent une meilleure qualité. Une meilleure qualité. Celle qui est envoyée en Europe. Non, pas envoyée en Europe, mais celle qui fait vraiment du bien à cet animal-là. Il y a certaines qualités, non? Je vous dis, hein, allez-y dans la zone de Yanfouila, vous allez voir. Vous allez voir les mangues, vous allez voir les ânes à côté, vous allez voir, ils ne touchent pas. Madame Diakité, Monsieur Tekete, Monsieur Diré, depuis quelques minutes, on explique ce qui ne va pas. On a même dit ce qui va. Mais ce qui revient le plus souvent, ce sont les difficultés. Et justement, vous qui êtes dans le domaine, vous êtes dans le domaine de la transformation, vous êtes dans le domaine de l'exportation en particulier, vous êtes un économiste, vous avez un regard. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Tout à l'heure, vous disiez que 10 milliards, on peut le multiplier par 4, par 5. Mais comment faire justement que ce secteur soit beaucoup plus rentable pour vous les acteurs, mais également pour ceux qui travaillent autour? Quand je dis acteurs, vous êtes dans le domaine de la transformation. Comment on peut multiplier ce chiffre, sachant que vous ne voulez pas que la mangue sorte? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Madame Binta, à un moment donné, a utilisé une expression. Elle a parlé d'organisation. Tant que tous les acteurs ne seront pas organisés, nous ne pourrons pas aller à ce niveau-là. Organiser comment? Voilà. Organiser comment, c'est ça. Et vous savez, les gens du même secteur d'activité peuvent souvent avoir des idées, des appréhensions différentes. Moi, je suis transformateur de mangue. Et supposons que Mme Binta soit exportatrice de mangue. Elle ne va pas me vendre sa mangue pour que je transforme. Je ne pourrais même pas acheter sa mangue. Parce qu'elle va dire elle a déjà un marché. Elle a déjà un marché, elle produit, elle nettoie, elle met dans les conditions d'exportation. Et on peut la préfinancer comme elle le disait. Il est préfinancé. Et moi, cette mangue, quand je dois l'acheter avec elle, on ne va pas s'entendre sur le prix. Parce que la mangue qu'elle va me vendre, je ne pourrai jamais la transformer à un coût de production qui puisse être accessible pour une autre utilisation. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que quand on parle d'organisation, cette organisation-là, elle est complexe. Il doit avoir une organisation au niveau de la production, il doit avoir une organisation au niveau des démarcheurs, il doit avoir une organisation au niveau des transformateurs, des exportateurs, et l'État va être là pour faire l'arbitre. Parce que nous rentrons dans un système, comme on le dit, Djenganimi, où le producteur, il mise sur la campagne pour organiser toute cette dépense, tout son budget autour de ça, le vendeur et tout. Mais c'est l'État qui doit être là à un moment donné pour faire l'arbitre. C'est ça qui est important pour l'État. Vous, ce que vous voyez à court terme, à long terme, vous pouvez le faire, vous pouvez le rattraper. Mais il faut aussi qu'il y ait vraiment une confiance, qu'il y ait beaucoup de communication pour faire comprendre à ce producteur-là, à ce vendeur-là qui compte sur une période de l'année pour exporter et se faire de l'argent, pour dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien, ça vous rapporte de l'argent, mais ça ne contribue pas à faire développer un pays. Ça ne va pas vers l'idée d'industrialisation d'un pays. Parce qu'à côté, il y a des gens qui sont en train d'investir dans du matériel, dans de l'outil de production très coûteux, mais qui ont une vision, peut-être, qui se disent que je veux pérenniser cet outil-là, je vais le rentabiliser. Et donc, l'organisation, là, elle doit être vue de cette manière-là, que ne voyez pas le court terme, mais le long terme. Et le long terme, moi, je pense que nous ne sommes même pas préparés pour le moment, parce que si nous voyons les qualités que nous produisons, les quantités que nous produisons, et vu que notre agriculture, elle est saisonnière, il faut attendre que la saison de l'hivernage arrive pour que les mangues poussent bien, pour qu'on élègue, pour que toute cette organisation soit organisée autour de ça et qu'on ne puisse même pas produire, pas évident, peut-être que un autre producteur de mangue à côté, en suivant cette émission, va dire que M. Diré n'a pas tout dit, sinon moi je suis organisé, mais ils sont combien? Ça va se compter du bout du doigt. Donc moi je pense aujourd'hui, il faut que nous puissions produire de la mangue à tout moment. Et ça, c'est possible. Donc, tant qu'on ne réussira pas à produire à tout moment,
on n'aura jamais ce potentiel et on n'aura jamais cette multiplication du poids dans l'économie? Alors, c'est comme si on voit un bébé de 3 mois et qu'on s'attend à ce qu'on a comme objectif qu'il court. On veut tous que le bébé de 3 mois court, mais on doit d'abord peut-être espérer qu'il commence à faire les 4 pattes et marcher un peu. Je pense qu'on est un peu à cette étape. Et moi, ce que je dis, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, l'exportateur de mangue fraîche, il voit le fait que sa mangue peut être achetée à 6... La mangue fraîche du Mali peut être vendue à 6 euros dans des supermarchés des Pays-Bas. 6 euros le kilo? L'unité. L'unité. Et c'est sûr qu'il ne pourra jamais vendre ça à M. Djiré. Comme il a dit qu'il pourra produire du jus avec et vendre à qui? Au marché malien, c'est impossible. Mais maintenant, ce que je dis, c'est que on a dit tout type de mangue ne peut pas être exporté. Par exemple, une mangue qui a juste une petite feuille de rien du tout, qui n'empêche pas la mangue d'être utilisée, mais peut la rendre non exportable. Ces mangues sont utilisées pour produire des mangues séchées et elles peuvent être utilisées pour faire de la purée de mangue. C'est des mangues de super bonne qualité, mais c'est juste qu'elles ne pourront pas résister au voyage, par exemple. Et les mangues avions qui sont les plus chères, qui sont des mangues mûres qu'on coupe et qui sont plus juteuses et qu'on exporte par avion, c'est une autre catégorie. Maintenant, la quantité, vu la capacité de production qu'on a, on a la possibilité de fournir les transformateurs et fournir ceux qui exportent en mangue fraîche. Ça, c'est à votre niveau? Moi, je pense que c'est totalement possible ici, mais c'est une question d'organisation. Parce qu'on se retrouve avec quoi? Avec beaucoup plus de pertes post-récolte que d'autres choses. 30 à 50% de la production. Et donc, avec 30 à 50% de la production qui est perdue en post-récolte, on ne devrait pas avoir ce problème d'approvisionnement pour nos acteurs. Et normalement, le prix même devrait baisser parce qu'on a ces post-récoltes, comme M. Djiré l'a dit, où les mangues même ne veulent plus de ces pertes-là. Pourquoi? Parce que tout le monde mise que sur cette petite fourchette de la saison et qu'on n'a pas la capacité de conserver après. Parce que quand on parle de la chaîne de valeur, il y a cet énorme souci. C'est pas possible qu'avec telle quantité de mangue, qu'on ne puisse pas trouver de mangue au Mali au mois d'octobre, par exemple, parce qu'on devrait être capable de conserver et faire ressortir après. Ensuite, il y a la chaîne de froid pose donc problème. La chaîne de froid pose énormément de problèmes. Il y a des acteurs qui ont investi dans ça à Sikasso, qui ont vu un business très rentable qui arrive à exporter. Il y a aussi la diversification aussi de nos destinations d'exportation. On doit faire beaucoup, on doit travailler sur toute la chaîne de valeur de la mangue pour savoir comment tirer le maximum de profit de ça et professionnaliser le secteur. Que tout le monde ne peut pas être dans la transformation, tout le monde ne peut pas être dans l'exportation. Il faudrait que l'État... Moi, j'ai peur quand M. Djiré parlait du choix de l'État, parce que moi, ça me fait toujours peur quand on parle de l'intervention du public dans le business, parce que souvent... même si l'intention est bonne... Mais j'imagine qu'il le disait, c'était vraiment dans le cadre de la régulation. Ouais, mais souvent, on sait que parfois, ça finit par faire plus de mal que de bien, même si l'intention est là. Mais le marché aussi peut s'autoréguler. Maintenant, l'État met les normes. Par exemple, l'État a le droit de dire que si vous ne respectez pas telle norme, on contrôle cela, vous n'exportez pas, par exemple. Ou bien une unité pour dire que tant qu'on ne satisfait pas les besoins de telle unité, bon, on a eu des expériences ici, on pourra juger après de l'efficacité de la chose, mais c'est des choses qui peuvent exister sans pour autant endommager l'activité des uns et des autres. Mais l'État doit jouer son rôle, par exemple, sur le contrôle phytosanitaire, faire l'accompagnement nécessaire pour que les mangues du Mali ne perdent pas de sa valeur, parce qu'on va l'étiqueter comme une mangue qui ne respecte pas les normes, qui n'est pas fiable. Et on a beaucoup d'exportateurs, malheureusement, qui ont eu des problèmes financiers à cause des rejets de ces mangues, parce qu'ils n'ont pas eu le système d'appui nécessaire derrière pour bien nettoyer, bien emballer et bien protéger les mangues. Docteur Tekete, avant de conclure cette émission, on parle de restructurer. Vous avez dit qu'il faut restructurer le secteur. Il faut justement faire en sorte que ce secteur contribue davantage donc à l'économie. Mais comment y arriver quand on sait qu'on a encore des problèmes? On est quoi? Bientôt on va fêter nos 66 ans d'indépendance. On a encore des problèmes de froid, de conservation de ces mangues. On a encore des problèmes de transport de ces mangues. On n'en a pas parlé. Sans problème, sans oublier encore le problème déjà d'énergie. Comment justement faire en sorte que ce secteur-là contribue davantage à l'économie avec tous ces problèmes structurels qu'on a? D'ores et déjà, il faut tout d'abord protéger le secteur. C'est-à-dire, on vient de le dire tout à l'heure, il faut protéger nos productions de mangue parce que nos mangues qui sont produites sont labellisées par d'autres pays.
Donc il faut forcément produire pour protéger nos productions, pour nous permettre d'avoir la maîtrise réelle de ce qu'on produit. Comment justement protéger nos mangues? Parce que j'imagine qu'on se lève pas, on dit bon écoutez, les voisins ne labellisez plus les mangues du Mali au nom de vos pays respectifs. Comment justement protéger, sachant qu'on l'a dit, il y a un problème de traçabilité. La mangue, j'imagine que c'est difficile de savoir que la mangue quitte de Sikasso pour être vendue au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Comment y arriver? D'accord, comment y arriver? Tout simplement, c'est de développer, d'organiser, de créer des confessions, des groupements, des coopératives de producteurs de mangue où on va informer tous les producteurs de venir se faire enregistrer au sein de cette organisation-là pour ceux qui veulent exporter. Donc, ils doivent forcément passer par cette organisation-là. Sinon, leurs mangues ne seront pas reconnues à l'international. Ça, c'est une première solution. L'autre solution aussi, il faut également essayer vraiment d'introduire de nouvelles techniques, comme j'ai dit, pour pouvoir multiplier les productions. Mais comment protéger également? On peut aussi essayer de mettre en place des barrières de protection, c'est-à-dire en mettant en place des normes nationales d'abord, d'exportation, avant même d'être à l'international. Il faut fixer des normes, fixer des stratégies pour pouvoir quand même canaliser, centraliser toute cette production qui vient de l'intérieur et essayer de canaliser ça en vue de les exporter. Mais il y a aussi un aspect très important parce que quand vous regardez nos producteurs, nos services, nos entreprises qui sont spécialisées dans ces exportations-là, se soucient très souvent de l'achat-vente. C'est pour cela même, pour rebondir au fait que nos productions locales-là ne sont pas achetées en termes de manque, c'est parce que nous n'arrivons pas à maîtriser ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que les produits qui viennent de l'extérieur sont des produits in fine qui sont totalement prêts à la consommation. Et les Maliens aiment ces produits-là parce que nos entreprises qui évoluent dans ce domaine-là gagnent plus en exportant, disons en important ces produits du Maroc ou bien de la Hollande. Ils gagnent plus dans ça que d'aller eux-mêmes sur le terrain pour cultiver. C'est-à-dire, il y a un mot, il y a la facilité d'esprit qui est là. Au lieu d'aller dans les champs, cultiver les intrants pour pouvoir produire suffisamment et venir revendre, mais on se soucie plus de la commercialisation. Il faut qu'on ressort de ce principe-là. Donc sortir de la commercialisation, et d'aller vers la production. Mais si on produit et on ne commercialise pas, est-ce qu'on n'aura pas beaucoup plus de pertes? Non, les deux... Il nous reste quelques secondes, je vous laisse faire un tour de table, allez-y. D'accord, les deux sont complémentaires parce que la production, on peut produire et commercialiser, comme on peut produire, mais on donne la commercialisation à des structures spécialisées. Mais en tout cas, il faut labelliser nos produits, essayer de développer, je dis rapprocher l'État pour qu'on puisse développer les organes de certification, d'abord national, sous-régional et international, pour éviter la non-maîtrise de nos produits. Ça, c'est très important. Ensuite, très rapidement. Ensuite, il faut également chercher des financements pour ces producteurs et réellement qui sont là-bas. Parce que les structures qui font la commercialisation vraiment n'ont pas intérêt à ce que les producteurs ne gagnent pas. Donc, sur l'aspect économique, il y a un problème de partage, ça je l'ai dit. Parce que si les structures qui commercialisent les mangues ne vont pas voir les vrais producteurs qui sont à la base pour leur dire, leur expliquer leur part du gâteau, sincèrement, ça ne sert à rien parce que leur commercialisation va se limiter uniquement à ce qu'ils vont produire. Et alors qu'ils n'ont pas la capacité de produire suffisamment. Donc, il y a ce problème-là de partage là qu'il faut vraiment essayer de voir avec les producteurs locaux. Vous parlez de financement, il y a l'USAID qui finançait le secteur à travers des projets, et on sait que l'USAID depuis pratiquement bientôt plus d'un an déjà que les financements sont stoppés. Ils avaient un projet en cours qui devait aboutir en 2027. Madame Diakité, pour le mot de la fin, on fait un dernier tour de table. Oui. On n'a pas parlé des mangues qui sont également importées, parce qu'on produit des mangues, on exporte des mangues, mais paradoxalement, on importe également des mangues. Mais pour conclure, Madame... Alors, comme on a dit, le commerce régional est très difficile. Il y a beaucoup d'exportation informelle et d'importation informelle, qui est un problème avec les corridors de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est difficilement maîtrisable. Mais ce que je veux dire par rapport comme mot de la fin, c'est que l'exportation de mangue fraîche rend l'exportateur est vulnérable. L'exportation de produits frais rend toujours l'exportateur vulnérable parce qu'on s'expose toujours à ce qu'on vient de voir avec l'Union européenne. C'est des produits super délicats. Donc, bien évidemment que les gens doivent, la structure doit de plus en plus encourager vers la transformation.
parce que c'est quelque chose de plus périn, qui va créer de la valeur ajoutée sur de plus longues périodes et créer des emplois qui sont plus périns pour les acteurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit délaisser la rente de l'exportation de mangue fraîche, mais on doit mieux la maîtriser. Et accompagner ces acteurs-là et accompagner les acteurs de la transformation pour le bien de l'économie. Donc, ce n'est pas du soi ou du soi, mais pour cela, il faut structurer, professionnaliser et former les différents acteurs qui sont là. Et que ceux qui ne sont pas prêts à aller à l'international n'y aillent pas et qu'ils développent l'agriculture contractuelle. Parce que l'agriculture contractuelle, c'est par exemple M. Djiré qui a un accord avec une coopérative qui s'assure que chaque mois de mai, l'agriculture lui fournit telle tonne. Ça lui donne une certaine tranquillité d'esprit qu'il a sa quantité. Il est un fournisseur permanent. Et pareil pour les acteurs de l'extérieur. Et je reviens sur comme j'ai dit dès le départ, pour le marché, la qualité est bien, mais la régularité, la fiabilité, la traçabilité jouent encore plus que la qualité. Monsieur Djiré, pour le mot de la fin. Madame Binta, elle a été très diplomate parce qu'elle dit en même temps qu'il faut entretenir le secteur de la transformation. En même temps, elle dit qu'il ne faut pas délaisser les exportations, il faut continuer à les entretenir. Donc, pour vous, les deux ne sont pas complémentaires? On ne peut pas faire l'un sans l'autre? Bon, c'est une question de vision. D'accord. Et moi, sur ce plateau, moi j'ai une casquette de transformateur. Alors, donc moi, je me dis que nous devrons plutôt nous battre pour pérenniser les mangues du Mali, parce que les mangues du Mali sont tellement sollicités. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, pratiquement, moi je suis en négociation avec eux. Madame Binta va me dire après, il y a une usine là-bas qui fait des jus là-bas, j'ai oublié la marque de jus, mais qui est tellement sollicitée au Sénégal que ce n'est pas possible. Je suis rentré un moment en contact avec eux et vous imaginez, le Sénégal va acheter la purée de mangue en Afrique du Sud. Et moi, j'ai la purée de mangue de qualité à Bamako. Donc, la coopération peut faire en sorte que vous les fournissiez. Oui, bien sûr, la coopération peut faire de telle sorte. Mais comme je vous dis encore une fois de plus, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'efforts qui ont été consentis dans l'export. Parce que le risque d'entreprendre, d'aller vers la transformation n'était pas... Vous voyez, les gens n'avaient pas voulu investir parce qu'ils se disaient, ça va nous apporter quoi? Donc, je reviens, c'est une vision. Et si aujourd'hui, il y a une vision claire et nette, et si nous sommes d'accord qu'un pays ne peut pas se développer sans industrialiser ce pays-là, on va réfléchir par deux fois. Mais qu'est-ce qui plairait aux Maliens que la mangue made in Mali, le consommateur malien puisse le trouver dans les emballages? On serait très heureux, on serait très fiers de dire même que nous n'avons pas besoin de mangue. Regardez les autres, je sors un peu du cadre, les Marocains qui viennent vendre les pommes de terre, mais moi je pense que c'est du complexe, c'est une question d'organisation, de l'oignon. Des camions frigorifiques qui traversent combien de kilomètres? Parce que ça apparaît tellement joli que nous sommes complexés. Dès que les deux se présentent aux Maliens complexés seulement, ça c'est Maroc, ça c'est le Mali. Ils disent non, je veux pour le Maroc. Mais alors qu'il faut quoi réellement pour que nous égalons celui du Maroc ou je ne sais pas d'autres pays? Donc pour moi, c'est vraiment, on doit mettre l'accent sur l'organisation. Et organiser au Mali, c'est difficile. Parce que qu'est-ce qui se passe très généralement ici? La charrue, elle est toujours mise avant les bœufs. Et quand le bœuf n'est pas... Quand l'ordre est inversé, vous imaginez, c'est tellement difficile de revenir. Mais avec quand nous sommes avec une vision bien claire, c'est bien possible.
c'est bien possible. Merci, merci madame, merci monsieur d'être venu sur le plateau d'Entreprendre, nous édifier sur notre thème mangue malienne, une richesse sous-estimée. Je rappelle que j'ai eu sur ce plateau Dr Walid Tekete, analyste financier. Merci monsieur Tekete d'être venu sur ce plateau. Merci également à Binta Diakité, directrice du cabinet Yiriwa Intercontinental. Merci également à Abdoulaye Djiré, directeur général de Semé Agroalimentaire. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.